Chronologie officielle de l'histoire ou récentisme, un débat de plus en plus passionné. Alors je voudrais commencer cette vidéo par un hommage au professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, qui vient de décéder, en citant une de ses phrases les plus marquantes quand on l'avait interviewé sur la Covid-19, dont il était persuadé que ça provenait d'un laboratoire. Comme moi d'ailleurs. Voilà ce qu'il disait: le mensonge passe par l'ascenseur, la vérité par l'escalier, mais elle finira toujours par arriver. Alors, je découvrais dernièrement une chronique sur Google d'une jeune universitaire française faisant le procès du recentisme. Alors vous le savez sans doute, selon les recentistes, notre histoire serait plus courte que ce qu'on nous apprend habituellement. Depuis que j'ai pris connaissance de ce fait, j'ai beaucoup lu et visionné des choses là-dessus. L'article dont je vais vous parler, à charge contre le recentisme donc, m'a interrogé. L'auteur semblait si sûr d'elle. Sandrine Violet est docteure en histoire contemporaine avec une thèse assez commune sur l'histoire du Tour de France cycliste. On se demande pourquoi elle s'intéresse ici au médiéval, époque où le vélo n'avait pas encore été inventé. Tentant une critique argumentée des recentistes qui prétendent que le Moyen-Âge n'a pas existé, qu'il ne serait qu'une création de l'époque de la Renaissance, elle donne une liste de preuves archéologiques, numismatiques et écrites, enfin, selon elle, des preuves incontestables. À noter que pour l'heure, moi je ne penche ni pour la chronologie actuelle officielle, historique, que je connais somme toute plutôt bien, ni pour celle des recentistes, dont certains arguments me paraissent quand même plausibles. Bon, un millénaire en moins depuis la naissance de Jésus-Christ, ça fait beaucoup. Mais quelques siècles, notamment ceux du début du Haut Moyen-Âge, dont on a très peu de preuves archéologiques et littéraires, pourquoi pas? J'essaie simplement de me faire une opinion justifiée. Alors j'ajoute cet adjectif justifié parce que parfois les gens ont des opinions toutes faites sans apporter le moindre argument. C'est particulièrement vrai en matière de choix électoraux. Passons. Dans ma thèse d'histoire sur l'héritage celtique dans l'océan Indien, observant avec force, détail, les croyances et mentalités des populations de l'ouest de la France, dont beaucoup d'immigrants aux Mascareignes étaient issus, j'avais été surpris par la pérennité des croyances et mentalités depuis la civilisation gauloise jusqu'à l'époque moderne et même bien après. Comme s'il ne s'était pas passé 1500 ans à 2000 ans d'histoire. D'autant plus que les écrits authentiques de l'époque médiévale concernant le sujet étaient très rares, pour ne pas dire inexistants. Tous reposaient sur des copies tardives et des observations faites à l'époque moderne. Alors voyons ce que dit notre jeune historienne qui prétend que c'est incontestable. Le Moyen-Âge est rempli de folklore et d'idées reçues, déclare-t-elle, la première étant que c'est une période d'obscurantisme et de régression généralisée, à tel point qu'une des grandes spécialistes de cette époque décida même, sur un ton ironique, qu'il fallait en finir avec le Moyen-Âge. Pour en finir avec le Moyen-Âge, c'est sous ce titre que Régine Pernoud, médiéviste
spécialiste des croisades, publia un livre en 1977 afin de restaurer l'image de cette période. Le Moyen Âge serait une époque de tueries, de massacres, de violences, de famines, d'épidémies, d'ignorance, d'abrutissement et de sous-développement généralisé. 1000 ans sans production poétique ou littéraire digne de ce nom. Est-ce concevable? 1000 années vécues par l'homme sans qu'il ait rien imprimé de beau, de profond, de grand sur lui-même. À qui le ferait-on croire? On l'a pourtant fait croire à ces gens très intelligents que nous sommes, nous autres Français, et cela pendant près de 400 ans, écrivait-elle Régine Pernoud. Pire encore, elle ajoutait « Le Moyen-Âge est une matière privilégiée, on peut dire ce qu'on veut avec la quasi-certitude de n'être pas démenti. » Entrons dans le vif du sujet par quelques exemples choisis parmi ceux de Sandrine Violet en archéologie, en numismatique et en littérature. Alors évidemment, on me reprochera mes choix, mais j'ai préféré éliminer ceux dont elle ne donne aucune date de découverte ni les circonstances de la découverte. Alors en histoire, ce qui compte avant tout, c'est l'authenticité des preuves. Des citations sans date précise, sans auteur, pas même la source littéraire dont elles proviennent, ne servent à rien. Allez, je me lance, en remarquant quand même qu'elle donne plusieurs exemples antérieurs à la période du Moyen Âge, qu'on fait généralement commencer avec la chute de l'Empire romain en 476, même si des historiens français préfèrent la date du sacre de Clovis en 496 ou après. Bon, pour faire simple, on dira que le médiéval va de l'an 500 à l'an 1500, selon la chronologie officielle reconnue, bien sûr. Violet continue. Vers 354, l'empereur Constantin II interdit les sacrifices païens sous peine de mort. En effet, les sacrifices sanglants ne sont plus à la mode. C'est cette année-là qu'est publié le chronographe de 354, un document redécouvert en 1620. Ce calendrier païen est parvenu jusqu'à nous d'après une copie carolingienne. Alors, notons la date de la découverte, l'époque de la Renaissance, mais où se trouve aujourd'hui la copie carolingienne, si elle existe bien sûr? On ne le saura pas. Plus loin, Constantin, favorisant plus ou moins ouvertement les chrétiens, permet la construction de grandes églises, notamment à Rome. La première est Saint-Paul-hors-les-Murs, site où aurait été enterré Paul de Tarse, selon la tradition des premiers chrétiens. L'église a été dédicacée en 324, puis agrandie sous Théodose. Dévastée par un incendie en 1823, elle a été reconstruite à l'identique. Alors, moi je dis ok, mais qui a fourni les plans originels ou simplement un croquis antérieur? 1823, c'est très tard. 1500 ans après l'édification, première évaluée du bâtiment. Cette datation de 324 ne semble reposer sur rien de concret. Par la suite, le roi Childéric devient le gouverneur de la Gaule Belgique II. Barbare, fédéré des Francs saliens, il aurait pu être adopté par Aetius. Rallié à Adocrate, il décède vers 482. En 1653, sa tombe est retrouvée à Tournai. Parmi ses effets se trouvait son sceau avec la mention Childéric Régis. XVIIe siècle donc, ça fait près de 1200 ans d'écart. Curieux quand même qu'on ne l'ait pas retrouvée avant, cette fameuse tombe.
En 1959, plus près de nous encore, à l'occasion de fouilles entreprises dans la basilique Saint-Denis, un sarcophage de pierre est découvert. Il contient les restes d'une reine mérovingienne accompagnée d'un luxueux mobilier funéraire. Depuis la seconde moitié du Ve siècle, les aristocrates ont pris l'habitude de se faire inhumer à proximité de la tombe de Saint-Denis afin de se placer sous sa protection. Sur la bague, il est écrit « Arnégonda Réginée ». Arnégonde fut la femme de Clotaire, 511 à 561. Alors, qui a défini ces dates? Et son nom ne figurait alors que dans la chronique Histoire des Francs de Grégoire de Tours, contemporain de cette époque. Mais on n'a aujourd'hui de son œuvre à Grégoire de Tours que des copies. La première imprimée le fut en 1561, 1000 ans après la rédaction initiale. Clotaire II, 584 à 629, là encore qui a défini les dates, a régné sur plusieurs royaumes, roi de Soissons, de Neustrie, d'Austrasie et de Bourgogne. Un diplôme datant de 625 avec sa signature est parvenu à nous. Si le diplôme existe vraiment, pas une copie bien sûr, cette date ne peut y figurer. Le sceau d'Alaric II, roi wisigoth en Espagne, 484 à 507, alors encore là, qui a défini les dates? En 1858, plus de 13 siècles et demi après la date officielle de la donation d'Alaric à la chrétienté, a été découvert près de Tolède le trésor de Garazar, 26 couronnes votives en or et en pierres précieuses, offertes par les rois wisigoths à l'église de Tolède. 13 siècles, ça fait beaucoup. En 1544, une tombe a été retrouvée sous la chapelle de Saint-Pétronille à Saint-Pierre de Rome. C'était la sépulture de l'impératrice Maria, fille du général Stylicon et femme de l'empereur Honorius. Et parmi les objets retrouvés dans la tombe se trouvait un bijou représentant un chrisme. C'est comme ça qu'on appelait les symboles du Christ autrefois. Daté des environs de l'an 400, ce pendentif reprenait les acclamations à la gloire du Christ. Il s'agit donc bien d'un symbole chrétien. Oui, mais la découverte date du XVIe siècle. Les anciens bâtiments antiques sont transformés en églises, en forteresses, sont englobés dans des remparts, disparaissent sous de nouvelles constructions. C'est possible, mais quelle preuve en a-t-on? Par exemple, en 1480, 15e siècle, on a limite Moyen-Âge, Renaissance. Une statue d'Apollon avait été retrouvée sur les terres du cardinal Della Rovere, transportée au Vatican. Aucun de leurs spécialistes ne fut capable de la dater, ni de dire de qui il s'agissait. Ainsi, au début du XVIe siècle, si les textes antiques étaient à nouveau connus, tiens, mais justement, de qui les apprend-on? Ça aurait mérité un développement même court. Personne ne savait à quoi rattacher les objets antiques retrouvés. Alors là, Sandrine Violet, elle est honnête, et je pense qu'elle continuera de l'être par la suite, mais cela ne constitue pas une preuve historique. Comment a-t-on fait pour les dater plus tard, puisqu'on ne pouvait pas les dater au moment où on les a trouvés? Au Moyen-Âge, les récits de la Rome antique n'intéressent personne, dit-elle, et seuls sont cités Troie et les exploits d'Alexandre le Grand dans ses poésies. C'est à partir du XIIIe siècle que réapparaît un intérêt pour l'histoire de Rome, et en 1214 est composé en vers les faits des Romains. L'auteur anonyme raconte la vie de Jules César d'après Suétone,
Salluste et Lucain. Là, ça fait encore 13 siècles. Hein. Quant à la guerre des Gaules, dont un manuscrit a été retrouvé au 8e siècle dans le monastère espagnol de Fulda, on ignorait que c'était César qui l'avait écrit, et dans les copies médiévales, dont 3 datées du 9e siècle, on écrivait qu'il s'agissait de l'œuvre de Julius Celsus Constantinus, un de ses légats. Là, elle cite un livre de Catherine Croiset-Naquet, livre intitulé « Écrire l'histoire romaine au début du XVIIIe siècle », paru en 1999. Mais a-t-on jamais vu ces copies médiévales du IXe siècle? Ou ne connaît-on leur existence que par des copies de copies post-médiévales? Alors le récentisme, la théorie des siècles en moins au Moyen-Âge, permet surtout de mettre en lumière notre mauvaise lecture historique de la période allant du VIe au XIVe siècle, dit Violet. Mais alors, quelle est donc cette mauvaise lecture, Sandrine? Observons plutôt ces dires, car ils nous offrent des exemples de cette mauvaise lecture. Au début du VIe siècle, en Occident, il ne reste quasiment plus rien de la glorieuse érudition antique. Le pape Grégoire III, ce père de l'Église, ne parle que le latin. Ben, qu'en sait-elle? Ce pape a bien dû avoir une enfance, et donc a appris une langue vernaculaire de ses parents. Alors, le pape ne lirait aussi que les œuvres chrétiennes. Alors ça, c'est bien possible, mais là encore, qu'en sait-elle? Hein? Pire, d'après Antonin, l'archevêque de Florence, Grégoire mit au feu tous les manuscrits de Tite-Live et de certainement bien d'autres auteurs antiques qui lui tombèrent sous la main au prétexte qu'ils contenaient des superstitions d'un autre âge. Toute la culture médiévale se basa sur les écrits des œuvres chrétiennes en excluant une grande partie de l'héritage gréco-romain. Du VIe au 8e siècle, ce furent réellement des temps obscurs. Non seulement le soleil fut caché aux yeux de tous, elle a raison, on parle d'un volcan qui aurait carrément explosé en Indonésie, le Krakatoa, je crois, provoquant un nuage dense autour du globe pendant 2 ans, et la famine bien plus longtemps. Alors, elle poursuit, ce qui prouverait assez la colère de Dieu envers sa création, mais toute la civilisation occidentale, déjà frappée par la chute de Rome, continua de reculer. Dans les esprits de l'époque, le fléau divin s'était abattu sur les hommes. Formidable! Violet connaît ce qu'était l'état d'esprit général il y a plus de 15 siècles. Pour autant, poursuit-elle, ce n'était pas le jugement dernier, le Christ n'était pas réapparu et les corps n'avaient pas ressuscité. Le pape Grégoire l'attendait encore et voulut faire baptiser un maximum de personnes avant le prochain cataclysme. Le christianisme s'imposa ainsi comme une religion de la fin des temps. Alors ça au moins, c'est possible, puisqu'à l'époque moderne et jusqu'au milieu du XXe siècle, on continuait à croire à la fin du monde prochaine. Tremblements de terre et autres cataclysmes naturels en étaient les signes. J'ai appris ça quand j'étais jeune. Ensuite, elle nous parle de la peste noire. Le XIVe siècle fut à nouveau marqué par un cataclysme. Outre un nouveau refroidissement climatique, la chute d'une météorite obscurcit assez le ciel pour provoquer une nouvelle crise de mortalité. La peste pulmonaire est une conséquence de l'empuantissement de l'air. C'est elle qui le dit. Cette cause première de mortalité est suivie d'autres, pluies acides qui empoisonnent l'eau, brusque refroidissement et récoltes désastreuses, s'ajoutant à cela une maladie venue d'Orient. Là encore, la mortalité de la peste noire est une des conséquences globales de ces événements et non celle d'une maladie contagieuse. Alors, la peste
était une maladie mortelle, bien entendu, mais elle se développait surtout dans des populations carencées, sous-alimentées et crevant de froid. On en a des témoignages probants plus tard, sous le règne de Louis XIV, qui, par la surtaxation qu'il imposait pour financer ses guerres, a provoqué la misère des gueux de son royaume, particulièrement dans les provinces de l'ouest de la France. Moi, j'ai étudié ça de près. Et elle conclut « Un Moyen-Âge effacé ». Le récentisme a surtout permis de mettre en lumière l'importance des cataclysmes naturels sur l'histoire humaine de ces 2000 dernières années. Il insiste, le récentisme, aussi sur un Moyen-Âge obscur dominé par une religion de la fin des temps, le recul drastique de la population du IIIe au VIe siècle. Ah bon? Il y avait des recensements à l'époque. La disparition des savoirs, la diminution de la monnaie, des objets manufacturés, le réemploi des pierres antiques, le maintien d'un paganisme tardif, alors ça c'est prouvé, et même durant l'époque moderne en Bretagne, en Basse-Normandie ou en Anjou, où on programme de nombreuses missions d'évangélisation pour christianiser. Je le sais, j'ai étudié ça pendant ma thèse. Tout cela laisse l'impression d'un Moyen-Âge beaucoup plus court que les 1000 ans qu'il a duré. Cette impression est accentuée par la volonté des intellectuels du XIXe siècle de se débarrasser de ces périodes obscures. Là, elle a raison. On est d'accord, Madame Violet. Mais alors, où est donc passé le millénaire du Moyen-Âge dans des témoignages architecturaux et écrits authentiques? Tout ça n'est pas très clair et permet à tout historien honnête de se poser des questions concernant la chronologie officielle. Et si les récentistes avaient raison? Je reste circonspect, ce qui ne signifie pas que je leur donne raison. Ma conclusion, c'est que lorsqu'on veut se faire l'avocat d'une cause, surtout dans le domaine historique, il vaut mieux bien la connaître et non énoncer de soi-disant preuves qui en fait n'en sont pas. Puisque même Régine Pernoud le dit, et je lui fais confiance car j'ai beaucoup lu ses ouvrages qui sont des sources valables, le Moyen-Âge est une matière privilégiée. On peut dire ce qu'on veut avec la quasi-certitude de ne pas être démenti. Voilà ma conclusion.